je vous le dis quand je vous enseigne. Comme il faut poser des questions sans suggérer de réponse. D'accord? Sinon, ça va vous fausser votre orientation diagnostique. La première fois où j'ai assisté, depuis que je ne m'arrêtais pas de pleurer. Les larmes coulaient au hedhom. Tu as des filles ou des garçons? J'ai des filles. J'ai vite compris qu'elle convoitait le garçon. J'ai tout de suite appelé un gynécologue. Tu es prêt pour prendre en charge avec moi une maladie de Crohn? Voilà la situation qui est là. Il dit oui. Eh bien, la patiente, elle est tombée enceinte. Elle a eu son garçon. Son garçon va bien. Et elle va bien. Et ça, c'est quelque chose de marquant pour un médecin. On a fait une échographie. On a découvert une masse au niveau de l'angle colique droit, qu'on a confirmé avec l'endoscopie. Elle a été opérée, elle a suivi une chimiothérapie, ça fait peut-être 6 ou 7 ans, elle va très bien, alhamdoulilah. Il faut être sérieux, il faut être honnête, il faut être respectueux envers l'autre, il faut être authentique, il faut être vrai. Tous les jeunes, il ne faut pas être fake, il faut être authentique, il faut être soi-même. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله تكوني بخير. شكرا. الحمد لله. شكرا على قبول الدعوة تاعنا. لا شكرا على واجب. إن شاء الله هذه تكون ماشي آخر مرة، تكون إن شاء بداية صوالح شابين بإذن الله. إن شاء الله. كتعريف من هي الدكتورة غاماز نادية؟ D'abord, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de répondre à l'invitation du club Medicamp. Je suis ravie de partager la rencontre avec toi, Aziz. Alors, Dr Gamaz Nedia, médecin spécialiste en gastro-entérologie, diplômé de la faculté de médecine d'Oran, DMS l'an 2000. J'ai aussitôt travaillé dans le cadre du service civil au CHU de Tlemcen. Ensuite, sur ma demande, j'ai été mutée à Mostaganem. Alors, j'ai travaillé d'abord à l'EPH de Mostaganem, Che Guevara. Ensuite, on a été intégré, après plusieurs années, une vingtaine d'années environ, on a été intégré au CHU de Mostaganem et j'y suis restée. Je suis en ce moment chef de service hépatogastro-entérologie au CHU de Mostaganem. Très bien. Par ailleurs, je suis enseignante associée à la faculté de médecine de Mostaganem depuis 2014, oui, ça fait 12 ans de ça. Donc vous êtes maître assistante? Non, je ne le suis pas, non. Je suis enseignante associée. Je ne fais pas partie du corps universitaire. Je fais partie du corps de santé publique, d'accord, mais je suis enseignante associée à la faculté. كيفاش حتى قررتي تكوني ميدسان اسوسيي وتقري للطلبه في مستغانم؟ في مستغانم particulièrement parce que je travaille à Mostaganem. Maintenant, je suis enseignante associée à la faculté de médecine parce qu'on a eu besoin de mes compétences en l'absence d'enseignants universitaires au niveau de la faculté de Mostar. كيفاش اختاريتي الطب من اول مره؟ يعني كي ديتي الباك واش هي الحاجه اللي خلاتك تختاري الميديسين en particulier؟ Oui. Alors, pour répondre à cette question, je dois revenir très loin dans mes souvenirs. J'ai eu mon bac en 1989, un bac matélèbre. À l'époque, c'est vrai que le rêve de tout bachelier, c'est de faire médecine. Malgré ma télé. Malgré ma télé. Mais à côté de cela, il y avait autre chose qui était très à la mode, liée à l'informatique. Donc je me disais, Matélém, pourquoi pas faire informatique? D'un autre côté, j'aimais beaucoup la chimie, dire pharmacienne. Et après plusieurs réflexions, j'avais vite compris que faire médecine pouvait me donner la chance de faire le tout. C'est-à-dire faire un peu d'informatique, toucher un peu à la pharmacie, enseigner également, oui, et surtout rendre service. Ça fait partie de mon tempérament que d'être serviable. Oui. Oui. C'est pour ça que je m'étais inscrite finalement en médecine et je ne l'ai jamais regretté. Binetna, je ne l'ai jamais regretté. Non. Donc ça fait partie de votre personnalité? Oui. Oui. Le fait d'aider les gens, d'être serviable? Oui. Même si je ne le savais pas au début, mais avec le temps, oui, je me découvre, oui. Après que les 7 ans, vous avez passé le concours de résident. Est-ce que c'était un choix, les pathos? Est-ce que les pathos entérogastro ont un choix ou là c'était une coïncidence? Alors là aussi, franchement, non. C'était pas mon premier choix.
شوف كاع كي نبداو ميديسين تكون عندنا اون سبيساليتي اون تيت وتقول ميم مازال ما قريتش لي موديول وما تعرفش كيسكو سي tu te dis Anna je vais faire ça. Alors j'avais une première spécialité dans ma tête malgré que je sois bien classée mais ما لحقتلاش parce qu'il y avait 2 postes فيها ومشاو. D'accord. Après parmi les spécialités les bras c'est vrai que la gastro oui constituée la liste. Bien sûr, oui. Chacun a la spécialité de cardiologie. Oui, oui. C'est bien. Et maintenant, avec le temps, je vois que ça ne me convient pas. Je commence à avoir... La cardio. Oui, je commence à avoir des soucis avec mes oreilles. Je commence à faire de l'hypoacousie, etc. Alors, tu imagines un cardiologue qui ne puisse pas bien ausculter ses patients, malgré que maintenant qu'il y a d'autres techniques, oui, mais... Mais la clinique تبقى هي الأولى. Bien sûr, oui. Est-ce que la spécialité hépato كانت عند حسن التوقع تاعك? Est-ce que c'était tout ce que vous avez imaginé? Oui. Oui, oui. Oui, je n'ai aucun regret, hein, ni pour la médecine, ni pour la spécialité, aucun. Et est-ce que تنصحي بالتخصص هذا للطلبة اللي غادي يفوتوا الكونكور؟ Oui, alhamdoulilah, plusieurs de mes étudiants ont été imprégnés de la spécialité, si bien que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont fait gastro. Donc en gros, شنو هما الإيجابيات وشنو هما السلبيات تاع هاد لا سبيسياليتي؟ Parce que c'est vrai تي تنصحي بهاد لا سبيسياليتي mais peut-être كاين اللي ما تخرجش عليه. Certainement. Après, c'est des vocations, c'est des choix, c'est des préférences, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, etc. Mais la gastro, c'est une belle spécialité dans le sens où on peut faire de la clinique, on peut faire du technique, l'endoscopie, d'accord. On peut toucher à plusieurs organes, n'est pas limité à un seul organe. On fait du fonctionnel, on fait de l'organique, de l'organique. Et donc, c'est une spécialité très, très riche, oui. Les inconvénients, c'est que c'est une spécialité qui est dure quand même. Sur le terrain, c'est une spécialité qui est astreignante. On fait pas gastro, ou non. C'est chargé. C'est chargé, oui. Il faut bosser. Bien sûr, oui. Vous êtes parmi les médecins que ce soit la faculté ou la ville, vous êtes apprécié et par les malades, les patients, et même les étudiants, les collègues. C'est quoi votre secret باش تكوني لهاد الدرجة محبوبة؟ وي شوف الحمد لله هذا فضل من عند رب العالمين انه عطاني القبول عند الناس. القبول ما غاديش نقول لك عند كاع الناس، عند معظم الناس الحمد لله، عند mes patients, mes étudiants وحتى bon nombre de mes collègues. Est-ce qu'il y a un secret? Je ne pense pas. Non. Pour être apprécié, il faut être sérieux. Il faut être honnête, il faut être respectueux envers l'autre, il faut être authentique, il faut être vrai. Tous les jeunes, نقول لكم كيف غادي نستعمل التعبير تاعكم, il faut pas être fake. Il faut être authentique, il faut être soi-même. Ou la médecine, il faut être soi-même et donner le meilleur de soi-même. D'accord? En médecine particulièrement, qu'il y ait le savoir, qu'il y ait le savoir-faire, qu'il y ait le savoir-être. Alors le savoir, il est obligatoire. On ne peut pas être médecin sans savoir. Le savoir-faire, certainement nécessaire. D'abord, on a besoin de techniques, etc. Après, le savoir-être. Alors c'est le savoir-être qui fait la différence entre le médecin technicien et le médecin humanitaire. Et c'est toute la différence. Ça fait toute la différence, oui. Vu que dans le côté humanitaire et tout, le côté bien bzaf la médecine, l'interrogatoire. Oui. Qui est la première étape qui est trop le malade c'est l'interrogatoire. Oui. C'est quoi un bon interrogatoire selon vous et comment le maîtriser? C'est une question très difficile. Pourquoi? Parce que l'interrogatoire, c'est carrément faire face au malade. Alors le malade, il peut être très instruit, il peut être peu instruit, il peut être analphabète, il peut être très bavard, il peut être très peu bavard, il peut être pudique, yahchab. Il peut être méfiant, cachotier, idéalique. D'accord? Alors, c'est au médecin, c'est au praticien de s'aligner au niveau du patient. On doit parler le langage que comprend le patient. Parce que la finalité à l'interrogatoire, c'est quoi? C'est qu'on soit compris et qu'on comprenne ce qu'on nous dise. Pour ma part, par exemple, je ne suis pas de Mostagané.
D'accord? Je parle un dialecte plutôt oranais. Alors, qui dit chouf, c'est vrai, entre oranais et mostaganémois, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais avec le temps, j'ai appris à parler mostaganémois pour être comprise من عند les patients. Ça, c'est très important. D'une autre part, interroger un patient, ce n'est pas un questionnaire. Il faut que ça soit quelque chose de cool. Il faut que ça soit plutôt faire connaissance, plutôt une rencontre, etc., pour que le patient puisse vous faire confiance. Donc c'est une conversation comme toute autre. Tout à fait, oui. Alors c'est une conversation comme toute autre, le praticien il est tenu d'un temps limité quand même, donc il doit à chaque fois recentraliser le patient. D'accord? Autre chose, l'interrogatoire ne doit pas être suggestif. Je vous le dis quand je vous enseigne. Comme il faut poser des questions sans suggérer de réponse. D'accord? Sinon, ça va vous fausser votre orientation diagnostique. Par exemple, tout à fait. Est-ce que عندك douleur côté gauche? Tout à fait, oui. Oui, c'est exactement ça. Oui. Subjectivité. Tout à fait, oui. Sinon, vous allez... parce que le patient, il a tendance, il dit que... oui, tu as ça, oui, tu vomis, oui. Après c'est pas toujours les symptômes que présente le patient. D'accord? Donc c'est délicat. Tout à fait, oui. Où l'interrogatoire, c'est un temps capital de l'orientation diagnostique. C'est 50%. Surtout dans une pathologie, dans une spécialité comme la mienne, en gastro. Par exemple, vous avez parlé des techniques. Oui. Un développement fait le côté, par exemple la fibre et tout. Est-ce que ça peut remplacer l'interrogatoire? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les indications d'endoscopie découlent d'une orientation diagnostique qui est faite par l'interrogatoire et l'examen clinique. Donc ça reste toujours la première étape. Oui, une étape capitale. Oui, une étape capitale. Vu que dans l'interrogatoire, les patients, est-ce que qu'il y a une موقف اللي صارك مع un patient أثر فيك؟ مع un patient. Chouf, ça fait 26 ans que je suis spécialiste, ça fait 30 ans que je fais de la gastro-entérologie. Sur les 30 ans, certainement qu'il y a beaucoup de moments marquants. Mais je vais partager avec vous un moment qui m'est cher. On dit une patiente, une maladie de Crohn, une femme mariée qui a 3 enfants, qui a une maladie de Crohn assez sévère avec des manifestations anopérinéales, qui est stomisée d'une façon définitive. Elle est porteuse d'une poche. Elle a une poche au niveau du ventre. Alors, elle venait à ma consultation et à chaque fois, elle me demandait est-ce que je peux tomber enceinte. La réponse était claire. Tu as maladie de Crohn, la maladie elle est active, tu as une poche au niveau du ventre, tu as des lésions anopérinéales, tu as 3 enfants, là, c'est pas la peine. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Au bout de la 3e fois, qu'est-ce que je lui demande? Tu as des filles ou des garçons? Il dit j'ai des filles. J'ai vite compris qu'elle convoitait le garçon. Et elle convoitait les garçons parce qu'elle avait une pression sociale. Bon, maintenant, comme sur le détail, elle avait une pression sociale et elle convoitait le garçon. J'ai tout de suite appelé un gynécologue. Tu es prêt pour prendre en charge avec moi une maladie de Crohn? Voilà la situation qui est là. Il dit oui. Eh bien, la patiente, elle est tombée enceinte. Elle a eu son garçon. Son garçon va bien, et elle va bien. Et ça, c'est quelque chose de marquant pour un médecin. Oui. Oui, tout à fait, oui. C'est un des trucs marquants. Sinon, attention, les événements marquants, qu'il y ait des exploits, qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait des événements joyeux, qu'il y ait des événements tristes. D'accord? Du côté des étudiants techniques, je voudrais bien partager un truc avec vous. Oui. Alors, technique avec les étudiants, j'ai beaucoup de moments marquants, mais je me rappelle la première fois où j'ai assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Dans le temps, qui me médecine, les 7 ans de il y avait un bureau au niveau de l'ISM, l'Institut des sciences médicales au niveau de la faculté d'Orange. Je ne sais pas si c'est toujours le même bureau. Il y avait un bureau, tu mets de la carte d'identité, tu le diplôme, et à peine il est
Alors, c'est une bonne chose, Ntouma, que de commémorer l'événement. Alors, la première fois où j'ai assisté, depuis que Trelt, je ne m'arrêtais pas de pleurer. Les larmes coulaient wahidhom. Alors, surtout voir mes étudiants défiler sur l'estrade, c'était quelque chose de très émouvant. C'est vrai qu'avec le temps, les événements, il y avait moins d'émotions, mais la première fois était particulière. شفتيهم كيفاش كانوا troisième année, Oui. quatrième, بعد حتى ولاو Oui. des médecins avec Tout leur à fait. diplôme. Oui, Donc ça oui. touche. Là, c'était émouvant comme si c'était mes propres enfants. تسمى نشوفوا بلي لا ميديسين ماشي كيما لي زوطر سبيسياليتي سي با ان بروجي تاع سي با ان بروجي زعما بروفيسيونيل و سا ساريت لا. Non. La médecine, c'est un engagement et un engagement pour toute la vie. Pour toute la vie. Oui. يقول لك ان اركيتكت est un architecte في son bureau بصح un médecin il est médecin tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Oui. Donc نشوف بلي كاين une certaine pression, une certaine charge, beaucoup d'émotions. Donc c'est délicat la médecine. Oui. Comment vous gardez هذيك النية الصادقة, l'intention pure في votre travail malgré كاع les exigences? Oui. Il faut toujours se remettre en question et il faut toujours se rappeler la mission qu'on a choisi d'accomplir. C'est comme ça que malgré l'état d'âme terna, malgré les pressions, malgré les exigences, etc., même on se ressaisit après. Oui, c'est un travail à faire tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, Oui. واحد يحاسب نفسه Exactement. يراجع أهدافه. Oui. Bon, quand tu me dis حاسب نفسه ويراجع بالك en fin de journée, mais même au cours de la journée. On est fatigué, on a un souci quelque part, etc. Mais après, parce qu'on a en face des malades, تقول هذا ما جاك حتى il a une souffrance. Donc mets de côté tes propres soucis et comporte-toi comme médecin. Comme médecin. Oui. مادام هضرنا على médecin ننتقلوا شويه للجانب العلمي. في الحياة اليومية واش هو المرض اللي تقدري تقولي بلي il est très fréquent وتشوفيه كل يوم تقريبا؟ Quand j'ai commencé ma spécialité, on était tarabusté par les patients du fonctionnel, par ce qu'on appelle le côlon nerveux, par exemple. On en avait, oui, on en avait tous les jours, la consultation, le service, etc. Mais à côté de cela, aujourd'hui, à côté de la pathologie fonctionnelle, on a toujours des patients, des colopathes, etc. Mais à côté de cela, on a un fléau aujourd'hui de santé publique qui est représenté par la maladie de Crohn. On en voit beaucoup de maladies de Crohn. La maladie de Crohn est connue pour être la maladie du jeune adulte, mais actuellement on en voit davantage chez les enfants, davantage chez les sujets âgés, et c'est un challenge au quotidien que de les prendre en charge. Donc بدات بلي jeunes adultes دروك راهي touche Oui. toutes les catégories. Toutes les catégories, oui. واش Oui. هي la maladie de Crohn en résumé? C'est une maladie inflammatoire intestinale qui touche tout le tube digestif, de la bouche à la marge anale. C'est une maladie dont la physiopathologie est très complexe et dont la physiopathologie n'a pas livré tous ses secrets. On ne connaît pas aujourd'hui le facteur imminent, le facteur responsable en premier lieu de la maladie de Crohn. C'est la raison pour laquelle finalement le traitement reste un traitement symptomatique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de satisfaction dans la prise en charge de la maladie de Crohn, oui. Donc ça se complique. Ça se complique, oui, et c'est un challenge aussi bien pour nous gastro-entérologues, donc médecins, que pour les chirurgiens aussi qui nous accompagnent dans la prise en charge de la maladie de Crohn. Donc vous avez dit Billy, la maladie هذه ما عندهاش traitement curatif jusqu'à maintenant. Mais est-ce que نقدروا نديروا لها prévention وقاية منها؟ Du moment que la physiopathologie est complexe et du moment que la physiopathologie n'est pas comprise en totalité, prévention, ça m'étonnerait, non. Peut-être par rapport au facteur environnemental, par rapport au facteur alimentaire, oui. Parce qu'on sait aujourd'hui que le facteur environnemental et le facteur alimentaire y est pour beaucoup. Donc, Par exemple. Manger sain, manger sain. Aujourd'hui, on mange n'importe quoi, on mange certainement pas bio.
Donc, plutôt revenir à ce qu'on faisait Bekri, c'est-à-dire manger fruits, manger légumes, etc. Hein, elle dit c'est une piste. Autre chose, il y a le facteur psychique qui intervient aussi, ne serait-ce que dans le déclenchement des poussées à la maladie de Crohn. C'est pour ça que même dans la prise en charge des patients, on leur conseille d'essayer de gérer leurs émotions, ou là, au meilleur des cas, voire carrément un psychologue pour les aider à gérer leurs émotions, donc, justement. Oui. Donc c'est une maladie où il faut maîtriser beaucoup de choses. La Bien sûr. Psychique, l'alimentation, le mode de vie, oui. Donc c'est beaucoup d'aspects, oui. Et pour vous, en tant que futur médecin aussi, l'usage des antibiotiques, il faut faire attention parce que parmi les facteurs incriminés dans la maladie de Crohn, il y a la dysbiose. Il y a le dérèglement de la flore microbienne. Et parmi les raisons pour lesquelles il y a dérèglement de la flore microbienne, c'est l'usage intempestif des antibiotiques. Oui, il faut réfléchir avant de prescrire des antibiotiques, oui. Très bien. وش هي الحاجة اللي راهي تخلي la maladie de Crohn تزيد في la fréquence تاعها؟ Certainement ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire le facteur environnemental et le facteur alimentaire, oui. Parmi les hypothèses, hein. Sinon, comme elle n'a pas livré tous ses secrets, oui. Est-ce que راهي فاتت في la fréquence la pathologie fonctionnelle, comme le syndrome de l'intestin irritable? Oula, je n'ai pas lu parce que pour vous donner comme ça une réponse exacte, il faudrait que est-ce qu'il y a des études comparatives, etc. Jusqu'à présent, je n'ai pas lu d'études comparatives entre les deux. Mais dans la pratique quotidienne, oui, la maladie de Crohn est devenue un grand souci, oui. Il n'y a qu'à voir au niveau de ma consultation. Quand je termine ma consultation et que je regarde les motifs, aujourd'hui, oui, la maladie de Crohn l'emporte sur même la pathologie fonctionnelle, oui. Est-ce qu'on peut dire que la médecine de l'eau, elle maîtrise bien la colopathie fonctionnelle ou la colonne l'assabi? On le connaît mieux. Aujourd'hui, on le connaît mieux, oui. On dispose de plusieurs pistes thérapeutiques, y compris des pistes les gastro-entérologues, c'est-à-dire les thérapies comportementales, l'hypnose, etc. Dans le cas vraiment difficile de côlon nerveux, mais sinon on gère. La colopathie fonctionnelle, on arrive à gérer. Alors, la colopathie fonctionnelle intervient surtout la relation médecin-malade. À partir du moment où le malade vous fait confiance, qu'il fidélise avec vous, vous finissez par trouver le meilleur schéma thérapeutique pour lui. Donc c'est beaucoup plus psychique, la colopathie fonctionnelle. Alors attention, la colopathie fonctionnelle, elle est connue aujourd'hui sous le terme de syndrome de l'intestin irritable. Elle a été longtemps considérée comme étant une maladie psychosomatique, plus maintenant. Maintenant, on parle du syndrome de l'intestin irritable comme étant un désordre de l'axe cerveau-intestin, comme s'il y avait une anomalie dans le langage entre le cerveau et l'intestin. Et donc, on la classe plus psychosomatique, on la classe neurodigestive. Parce que quand on dit psychosomatique, ça veut dire que l'organe n'a rien, il est indemne. Alors que dans le syndrome de l'intestin irritable, on a trouvé aujourd'hui qu'il existe des anomalies, ne serait-ce que de dysfonction, pas des anomalies à l'échelle lésionnelle, il n'y a pas de lésion que l'on puisse mettre en évidence. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dysfonction du système nerveux entérique, du système nerveux intestinal. Oui. Qui fait dire la colopathie fonctionnelle ou est-ce qu'elle touche toutes les catégories d'âge? Alors, la colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable, c'est également une pathologie du sujet jeune. Mais aujourd'hui également, on retrouve des enfants atteints de syndrome de l'intestin irritable, comme on trouve des seniors à la retraite qui ont des syndromes de l'intestin irritable. Elle aussi, malheureusement pour nous, gastro-entérologues, est multifactorielle. Et elle aussi incrimine la dysbiose, elle incrimine les facteurs alimentaires également, et elle incrimine, qui me goûte un dérèglement du système nerveux entérique qui va se manifester par une hypersensibilité viscérale. C'est-à-dire que l'intestin qui est en plein mouvement, au lieu de se contracter sans que le patient en prenne conscience, eh bien, le patient va en prendre conscience pour un truc qui est tout à fait normal. Hein.
Parce qu'il y a des contractions, le patient va en prendre conscience. Et comment est-ce qu'il va en prendre conscience? Sous forme de douleur. Ou parce que il y a des stimuli qui sont amplifiés par le cerveau. Parce qu'il y a un défaut de langage, comme ça grosso modo, un défaut de langage entre le cerveau et l'intestin. Donc si on va résumer, il n'y a pas de traitement curatif. Non. Donc la base, c'est une bonne relation médecin et malade. Oui. Et je suis à psychothérapie et traitement symptomatique. Oui, donc, il faut que le patient le sache et il faut qu'il le fasse comprendre aux praticiens. Oui. Comme quoi c'est une pathologie dont on ne connaît pas exactement la physiopathologie, donc l'on ne peut pas guérir comme ça d'une façon définitive, c'est-à-dire que le patient, il est colopathe, il le restera toute sa vie, mais ça ne veut pas dire qu'il va souffrir toute sa vie, d'accord? Il y a autre chose de très important dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est que dans le syndrome de l'intestin irritable, les patients sont cancérophobes, c'est-à-dire, oui, ce sont des patients, parce que lui, il souffre, il dit alors, on dit le cancer. Et c'est la raison pour laquelle il va vous demander la coloscopie, il l'a fait, elle est normale. Il fait un scanner, il le fait, il est normal. Parce qu'il est cancérophobe. Donc, là intervient le rôle du patient pour le rassurer, pour lui expliquer que c'est une pathologie qui est chronique. Oui, il va vivre avec, mais c'est une pathologie qui est bénigne et qui n'est pas évolutive. C'est-à-dire, c'est pas dans la maladie de Crohn, on ne peut pas dire la même chose. Dans la maladie de Crohn, c'est une maladie évolutive. D'ailleurs, quand les patients ils me disent « Est-ce que je risque de faire ça ou ça ou ça ?» Je lui dis oui. C'est une maladie qui est tout à fait imprévisible. C'est pas le cas dans... Tout à fait. C'est pas le cas dans le syndrome de l'intestin irritable. Dans le syndrome irritable, on souffre, on prend un traitement, on va mieux, on se repose, on part en vacances, ça va mieux, de rebelote, les douleurs reprennent, etc. Mais sans jamais faire de complications, sans jamais être opéré pour ça. On n'en meurt pas non plus. Mais qu'il y ait des maladies moutou parce qu'ils ont la maladie de Crohn, par les complications, mais pas parce qu'ils ont le syndrome de l'intestin irritable, non. Ça fait toute la différence entre la pathologie organique et la pathologie fonctionnelle. Ce qu'on observe, la pathologie fonctionnelle, c'est par exemple si on va faire un scanner, on ne va rien trouver. Oui. Comment expliquer au malade qu'il a une pathologie qu'on ne comprenne pas, le médecin. Oui. Donc, on lui dit tu as une maladie, mais il n'y a rien sur les examens complémentaires. C'est un peu difficile de lui dire que c'est quelque chose. Tu touches à un point très très important. Si j'ai un conseil à vous donner, vous, futur médecin, évitez de dire au patient, ne serait-ce que dans le syndrome de l'intestin irritable, évitez de lui dire qu'il n'a rien. C'est très frustrant. Il dit, qui fait, moi je souffre, et vous me dites que je n'ai rien. Donc, ça m'arrivait au début de leur dire, mais vous n'avez rien, les examens sont normaux, et tout ça. Je me ressaisis, non, vous n'avez rien de méchant. D'accord? C'est un problème dans le fonctionnement de l'intestin. Alors comme ça, l'intestin l'intestin nerveux, etc. Mais on leur dit, pour les rassurer. Et au fil du temps, quand on arrive à tisser une bonne relation avec le patient, qu'il arrive à vous faire confiance, etc., ça marche mieux. Sur le côté l'interrogatoire, la relation entre le médecin et son malade. Bien sûr. Ça reste inévitable. Inévitable. Certainement qu'on a un patient qu'on ne connaît pas, c'est un patient, c'est un étranger par rapport à la famille. C'est facile sur le plan émotionnel des fois de gérer. Mais par exemple, si le malade, c'est un membre de famille, comment vous gérez la situation? Est-ce que directement vous le confiez à un autre confrère ou là vous essayez de faire quelque chose? Je peux faire une prescription une première fois, une deuxième fois, mais à la longue, si la plainte devient récurrente, je préfère passer la main à un confrère. Et là aussi, si j'ai le droit de donner un conseil aux futurs médecins qui m'entourent, Inch'Allah, quand il s'agit de vos parents, de vos proches, etc., essayez de les confier à quelqu'un d'autre. Ça, c'est psychique. On ne veut pas voir quelque chose de grave d'un proche. Donc, on risque d'être, et on l'est souvent, on est souvent subjectif quand on a affaire à quelqu'un de la famille. De préférence, passer la main. Si je peux vous raconter une anecdote, une amie dentiste
qui est venu me voir, bon, elle a dit quelques années, qui est venu me voir pour des douleurs abdominales. C'est la belle femme qui elle croque la vie à plein dents, etc. Et ça doit être un côlon irritable, je lui donne un traitement. Elle revient 2 ou 3 jours après, elle me dit écoute, moi j'aime bien dormir, et bien je n'arrive pas à dormir. Alors c'était, oui, ça avait attiré mon attention. Signe d'alarme. Ah oui, je m'étais dit, si, très bien Aziz, oui, c'est un signe d'alarme, les symptômes nocturnes. Je me suis dit, si elle n'arrive pas à dormir, elle, qui d'habitude, elle se sent bien et elle dort bien, etc., il faut explorer. On a fait une échographie, on a découvert une masse au niveau de l'angle colique droit, qu'on a confirmé avec l'endoscopie. Elle a été opérée, elle a suivi une chimiothérapie, ça fait bel 6 ou 7 ans, elle va très bien, alhamdoulilah. C'était vous qui avez annoncé le diagnostic? Oui, on ne pouvait pas lui cacher. Elle est du domaine médical et tout ça, on ne pouvait pas lui cacher, mais pour vous dire que si elle n'était pas revenue 2-3 jours après, j'aurais peut-être retardé le diagnostic chez elle. Parce que comme ça, parce que je la connaissais, etc. Bon, là, c'est des symptômes fonctionnels, mais qui finalement ont abouti à un diagnostic de cancer colique. Oui. Docteur Games, on est content de vous voir. On voit une personne, d'ailleurs le podcast c'est moi Itral, ça a été nommé Alik, parce que vous êtes une personne qui maîtrise presque tous les domaines, la maîtrise, même votre travail, qui fait Oui. Est-ce que vous considérez comme une femme qui a un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Là, tes questions, Aziz, sont philosophiques. D'accord? Alors, un équilibre parfait, j'y crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait un équilibre parfait. Je vais te dire pourquoi. Tous les gens qui parlent d'équilibre, ils disent que l'équilibre, c'est pas un état statique. Il est tout le temps en mouvement. Donc, d'un qu'il y a habtat ou talat, qui fait en anglais ups and downs. Ups and downs. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que bon, encore une fois, Rahmat Rabbi fait que je donne cette image d'être équilibré, mais qui m'a gagné. Je tombe, je me relève, j'avance, etc. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Mais encore une fois, s'il y a un secret, c'est de se donner à fond. C'est d'être soi-même, ne pas être fake et se donner à fond. Il y avait un moment dans le film où tu as dit à votre âge, qu'il y avait les notes, quand tu me disais tout à fait. Tout à fait. Donc, après, avec l'expérience, on apprend comment diviser l'attention et même. Tout à fait. On attend un Tout à fait, oui. Comment arriver à ce stade? Wallah, c'est avec le temps. C'est avec le temps et puis profiter de l'expérience de vos parents, de vos enseignants, de vos proches, etc. J'aime bien quand les jeunes discutent avec les plus âgés parce que tu t'apprends منهم. C'est vrai que tu m'adores, je sais pas, comme تسموهم الكبار ولا تسموهم autre chose. Oui, je comprends, c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'il y a quand même un décalage dans les générations. Mais je vous assure que vous pouvez profiter des aînés, ne serait-ce que comme ça dans la vision des choses. Les étudiants في l'Écosse ولا وحدة تبكي ولا نقولها donne-toi à fond. Après, si tu ne l'as pas, c'est toujours rattrapable. C'est pas la fin du monde et c'est vrai. Et c'est vrai. D'accord? Oui. À cet âge, par exemple, on est des étudiants en médecine. Est-ce que qu'il y a des soirs qui sont plus importants que les études et les notes? Ce n'est pas une question de notes, non. C'est-à-dire d'accord? Oui. Les études de médecine particulièrement, c'est pas des études où non. Je pense que les 2 premières années, mais à partir de la 3e année, qui te troll le cycle clinique, non, il faut s'y mettre. Hein, parce que je trouve le domaine de la médecine est un domaine vaste. Donc, d'accord? Et ça se fait sur le tas. Mais d'accord? Donc, les 7 ans de médecine, encore les 7 ans de médecine, on se dit,
Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis capable de prendre en charge les patients? C'est une réelle question, oui. Parce qu'encore une fois, le domaine est vaste, d'accord? Donc quand même les études de médecine, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Mais il ne faut pas s'oublier. ما رانيش غير étudiant en médecine، أنا تاني بنادم fait du sport واللي عنده هواية يدير هواية etc. C'est difficile, mais avec un peu d'organisation, on peut y arriver. Oui. On peut y arriver, oui. Vous avez parlé d'un point qui est important. Les HOA, à minolo interne ou des médecins, on se pose la question, est-ce que est-ce que Oui. je peux travailler? Oui. Est-ce que la question elle est réelle ou elle est مجرد خوف? Encore une question philosophique, Aziz. Parce que c'est une question pour laquelle on ne peut pas répondre comme ça d'une façon générale. Ça dépend de tout un chacun, comment il a fait les 6 voire les 7 ans de médecine, etc. Comment il s'était préparé, comment il s'était investi, etc. Mais تبقى quand même une question réelle. علاش؟ Parce que winta externe, winta interne, etc., tu es toujours chapeauté par un aîné. Mais une fois que tu as le diplôme, là, tu es responsable d'un malade, à part entière. Et là, il y a un doute. C'est un doute qui est réel, mais que tu surmonteras avec le temps. D'accord? Oui, parce que surtout qu'il y a le facteur, il y en a beaucoup de gens qui disent أنا دخلت une spécialité من الغلطة تقلع لي le diplôme من الغلطة دخلني. Non, il faut pas réfléchir comme ça. Il faut pas être pessimiste. Non, واحد يتكل على ربي يسمي بسم الله. Donc en gros, il faut واحد يكون متفائل يعرف بلي كاين لي زيني تاعه يعاونوه كاين les médecins ils sont déjà obligés باش يعاونوه. Oui. C'est une demande d'expertise. Oui, si je me permets de t'interrompre, Aziz, il y a un truc très important le médecin. J'espère que le médecin qui enseigne, il va enseigner un étudiant, c'est son étudiant. Au bout de quelques années, l'étudiant, c'est son confrère. Et plus tard, c'est son médecin traitant ou le médecin traitant à ses enfants ou à ses parents. Il faut se mettre ça dans la tête pour transmettre ce qu'on a appris et bien le transmettre. Parce que c'est jamais hajadaya. D'accord? Je sais que l'enseignement partout, dans tous les domaines, c'est pas du perdu. Mais particulièrement en médecine, il faut transmettre le tout et bien le transmettre. Parce qu'il y a cette succession extraordinaire en médecine, c'est que l'étudiant est après ton confrère et après ton médecin traitant. Oui. Malgré que l'information, ça peut sauver une vie. Tout à fait. Ça peut te sauver. Oui, ça peut me sauver. Oui. Oui. Exactement. Pour vous, شنو هو اليوم المثالي بالنسبة لك؟ شنو هي الأهداف اليومية اللي تخلي يوم ناجح بالنسبة لك حسب التعريف تاع الدكتور غاناس؟ Oui. Si tu m'avais posé la question il y a quelques années, j'aurais répondu autrement. À mon âge, une journée idéale, c'est une journée simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se réveiller le matin au calme, accomplir mes devoirs, que ce soit par rapport à ma famille, par rapport à mes passions, par rapport à mes étudiants, et finir la journée sans froisser quelqu'un, sans offenser quelqu'un, et surtout en se sentant utile. La journée, j'ai été utile. C'est ma journée idéale en ce moment, oui. شنو هما الأهداف اللي يخلوا une journée idéale؟ c'est-à-dire أنا كي نوض صباح لازم يكون عندي par exemple أهداف روحية أهداف شنو هما si on veut catégoriser هاد الأهداف شنو هما اللي يخلوا يوم ناجح؟ Oui. Aider l'autre هي الأولى. Aider l'autre, être utile et ne pas nuire. Aider, être utile et ne pas nuire. Quand tu ne peux vraiment rien faire, ne pas nuire. Oui. والخير أو أصمت. Exactement. ما هو الأثر اللي تحب تخليه الدكتورة نادية غامس في هذا العالم؟ Oui. Encore une fois, à mon âge, ماذا بيا نخلي أثر طيب. أثر طيب لولادي. إن شاء الله يكونوا هذاك الولد الصالح اللي يدعو لي بعد رحيلي. عند mes étudiants ماذا بيا لو كان يذكروني بخير في حاجة علمتها لهم وتبقى صدقة جارية
ويدعوا لي حتى هما. عند مي باسيون ان شاء الله ما يكونوش خصماء يوم الدين، ان شاء الله وي ان شاء الله ما يكونوش خصماء يوم الدين، ان شاء الله يشفعوا لي يوم الدين. Et pour être pragmatique et pour parler concrètement, en tant que médecin, restez humain. Restez humain. شوف le médecin يقدر يطلع le plafond, mais il faut qu'il reste humain. D'accord? Il faut éviter d'être technicien, il faut être médecin. شكرا جزيلا على هذه الكلمات، وكان لنا الشرف على استضافتك. الشرف ليا، ومرة قادمة بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله.